Bon. Ouais, non, je vais pas tout sortir aujourd'hui. Hein. Des fois, la simplicité, c'est bien aussi. Ouais, j'avoue que pour cette semaine de nouvelle lune, j'avais pas trop la motivation de ressortir des kilos et des kilos de matériel. La caméra, les filtres, le trépied, la monture, le télescope et l'ordinateur pour contrôler tout ça. C'est vraiment un sacré bordel. C'est un peu l'idée, oui. Donc aujourd'hui, je voyage léger. J'ai pris un téléphone, j'ai pris, elle est où ma GoPro? Une petite GoPro et un réflexe. Bref, c'est des trucs que il y a quand même pas mal de monde qui vont avoir ça chez eux. Contrairement à un télescope ou une caméra refroidie, donc les trucs un peu overkill que j'utilise d'habitude qui sont moins communs dans les maisons, on va dire. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous montrer que vous pouvez à peu près tous faire des photos astro, donc de vous motiver à sortir le soir avec votre appareil photo, et pourquoi pas après, si ça vous plaît, vous pourrez essayer d'aller un petit peu plus loin. Et oui, il ne faut pas oublier que pour faire de l'astronomie amateur, juste pour le plaisir de faire de belles images, un télescope c'est tout sauf obligatoire. Je veux dire, un télescope, ou une lunette d'ailleurs, c'est quoi? Bah c'est la même chose que l'objectif d'un réflexe, ou même que l'objectif d'un téléphone. C'est un truc, on va dire un entonnoir pour faire simple, qui récolte de la lumière. L'avantage du télescope, c'est que c'est un entonnoir à lumière qui est plus gros, ce qui veut dire qu'il a une plus grande surface de collecte et il va récolter plus de photons sur une même durée. Mais les télescopes ont d'autres caractéristiques qui les rendent pas idéales quand on veut faire des choses simplement. Déjà, ils sont lourds et encombrants, ce qui est pas terrible, mais surtout, ils zooment beaucoup. Autrement dit, ils ont un petit champ, et le problème, c'est que plus un télescope, ou d'ailleurs n'importe quel objectif d'appareil photo, a un champ qui va être petit, plus le mouvement apparent des étoiles dans le ciel, dû à la rotation terrestre, va être rapidement visible. C'est pour ça que pour faire de l'astrophoto avec un télescope, on utilise des montures appelées montures équatoriales qui, une fois correctement réglées, vont permettre de compenser la rotation terrestre en effectuant une rotation en 24 heures. Pour les télescopes, on a besoin de ces montures justement parce qu'ils ont un champ de vue qui est assez restreint, donc les étoiles se déplacent très vite dessus, et quand on fait de l'astronomie, en tout cas du ciel profond, on photographie en général des choses qui sont plutôt sombres, donc on va faire des temps d'exposition qui sont plutôt longs. Le temps d'exposition, c'est le temps pendant lequel le capteur de l'appareil photo reste ouvert. L'avantage avec les réflexes, c'est que c'est assez facile à visualiser. Si j'enlève l'objectif, ce qui va se passer, c'est que si j'ai par exemple un temps de pause de 1/10 de seconde, il va se passer... Voilà, le capteur reste ouvert très peu de temps, 1/10 de seconde justement. Maintenant, si je passe à un temps de pause de 3 secondes, parce qu'en astronomie, on est quand même plus souvent sur des temps de pause de quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes, ce que je vais pas faire ici pour pas trop cramer le capteur, là, le capteur est ouvert, les photons arrivent dessus, il se ferme, il a fini de récolter les photons. Et si sur ce délai pendant lequel le capteur est ouvert, les étoiles bougent, donc qu'on n'utilise pas de monture par exemple, eh ben, on va perdre en information et aussi perdre de la luminosité parce que tout va s'étaler sur le capteur. Mais heureusement, la plupart des caméras qu'on utilise un peu dans la vie de tous les jours n'ont pas des champs qui sont aussi serrés que celui des télescopes. Et du coup, si la caméra qu'on utilise a un champ suffisamment large, ce qui va se passer, c'est que le mouvement apparent des étoiles va être très lent sur le capteur, et il va être tellement lent que pendant quelques secondes, voire même pendant quelques dizaines de secondes, il se peut que ce mouvement soit inférieur à la taille d'un pixel. Donc en gros, le mouvement est invisible. Donc ce que ça veut dire, c'est que tant que ce mouvement est inférieur à 1 pixel, ou même à 2-3 pixels, c'est pas trop gênant à ce stade, on peut laisser le capteur ouvert, faire un temps de pause relativement long, sans que les étoiles s'étalent. Donc on perd ni en détail, ni en luminosité. Et du coup, bah, il n'y a pas besoin de monture. Et ça tombe bien parce que les téléphones, justement, ils ont des champs qui sont en général assez larges. Mais il y a quand même quelques conditions pour pouvoir utiliser son téléphone pour faire des photos de la Voie lactée, par exemple. Déjà, il faut un mode pro. Comme ça va nous permettre de sélectionner la sensibilité, la mise au point, ce qui est assez important. Le téléphone, il... Et oh, t'as fini l'abeille? Tu peux partir s'il te plaît, parce que là tu vas foutre la merde sur mon enregistrement. Bon, je suis fait embêter par les insectes, j'en étais où moi? Donc oui, pour les téléphones, il faut un mode pro pour pouvoir choisir la sensibilité, choisir la mise au point, parce que les téléphones n'arriveront pas à se débrouiller tout seuls pour faire la mise au point sur les étoiles. Et la deuxième condition, donc première condition en mode pro, deuxième condition, il faut pouvoir choisir le temps d'exposition. Le problème c'est que moi je suis un peu emmerdé parce qu'avec le mien de téléphone je peux faire qu'un des deux. Je peux me mettre en mode pro, mais le temps d'exposition maximum auquel je suis limité c'est 0,5 secondes. J'aime autant vous dire que ça va être juste
pour photographier des choses comme la Voie lactée. Mais par exemple, Nico, de la chaîne Astronico, a fait ce genre d'image avec son téléphone. Donc là, c'est la comète Neowise. Donc vous voyez quand même qu'on peut quand même faire des choses qui sont assez jolies. Une autre caméra avec de très grands angles qu'il y a pas mal de gens qui ont, c'est les GoPro, ou de manière plus générale, on va dire les caméras sport. Là, les conditions, c'est les mêmes, hein. Il faut pouvoir faire des temps de pause plutôt longs. Par exemple, moi, je peux faire 30 secondes avec celle-là. Par contre, bon, pour les caméras sport, il y a en général moins de réglages. Je sais que, hormis pour le temps d'exposition que je peux mettre à 30 secondes, il n'y a pas énormément de réglages sur lesquels on peut jouer, contrairement au téléphone où on a un peu plus de liberté. Même mine de rien, c'est avec cette GoPro, qui en plus est assez vieille, hein, elle date genre, enfin, c'est une Hero 4, aujourd'hui on en est à la Hero 9, bah c'est quand même avec cette GoPro que je faisais les premiers timelapse sur ma chaîne, enfin quand j'ai commencé à faire de l'astronomie, c'était quand même plutôt joli. Après l'idéal, il faut avouer que ça reste quand même d'avoir un réflexe, un bridge ou tous les appareils photo qui ressemblent en gros à peu près à ça. Et l'idée c'est que si on regarde un peu la taille de l'entonnoir, donc de l'objectif de ces deux appareils photo, on remarque quand même que le réflexe est nettement plus gros, ce qui veut dire que sur une même durée, il va avoir tendance à récolter beaucoup plus de lumière. Alors évidemment c'est un peu plus complexe que ça, mais l'idée est quand même là. Et derrière ça en plus, les réflexes vont permettre de faire beaucoup plus de réglages fins, un peu comme on veut. Donc on va pouvoir jouer plus sur, je sais pas, le diaphragme, la mise au point en général on peut la faire plus précisément. Et aussi on va pouvoir venir récupérer les fichiers RAW et donc faire du traitement, ce qui est quand même un avantage non négligeable. A noter qu'avec mon téléphone je peux prendre des images brutes sans compression, mais pas avec ma caméra sport. Je sais pas si ça s'applique à tous les téléphones et toutes les caméras sport, je pense pas, mais c'est quand même à noter. Bref, vous l'aurez un peu compris avec ces quelques exemples et cette introduction de manière générale, pour faire vos premières images d'astro et faire quelques essais, la seule chose dont vous aurez besoin c'est une caméra avec un champ le plus grand possible idéalement et qui peut faire des temps de pause de quelques secondes et idéalement quelques dizaines de secondes. Bon, comme petite entrée en matière, ce que je vous propose, ça va être un petit coucher de soleil, un petit timelapse du coucher de soleil à la GoPro. Alors actuellement le soleil il est derrière vous, hein, ceci je vous assure, regardez. Mais une fois qu'il sera couché ce soleil, ce qu'on va faire c'est qu'on va changer de direction et aller plutôt derrière moi, sauf qu'en fait vous voyez pas ce qu'il y a derrière moi, donc on va remonter la caméra. Donc on va filmer dans cette direction là-bas. Et l'idée c'est que si je me suis pas trompé, la Voie lactée devrait apparaître à peu près par là. C'est tout à fait possible que je me sois totalement trompé dans ce que je pensais, mais avec un peu de chance, on devrait avoir un beau timelapse. Donc voilà, on fera ce timelapse à la fois à la GoPro et aussi avec le réflexe pour comparer un peu les deux. Et puis on verra bien ce que ça donne. Bon bah c'est plutôt joli et en plus l'avantage c'est que c'est simple à faire. Il suffit de pointer votre caméra au sud et de mettre un temps de pause de 30 secondes pour les caméras sport ou les téléphones et pour les réflexes entre 10 et 30 secondes. Un point important c'est que c'est pas un souci si sur votre timelapse les étoiles ne sont pas parfaitement rondes mais que vous avez des petits traits, d'ailleurs c'est le cas sur les miens. Mais étant donné que ça va suivre le mouvement général de la vidéo, c'est pas vraiment un problème. Et du coup vous faites plein d'images entre 2 et 300 et vous faites ces images en continu et idéalement avec pas trop de temps entre deux images parce que sinon les étoiles risquent de sauter d'une position à l'autre et le timelapse ne sera pas très fluide. Ensuite, pour convertir le lot d'images en vidéo, moi j'ai l'habitude d'utiliser Sony Vegas que j'utilise aussi pour faire mes montages. Le souci c'est que c'est un logiciel qui est payant donc clairement c'est pas une solution idéale. Donc à la place je vais vous faire une autre méthode, un petit tuto avec XNConvert qui va permettre de convertir les images et de faire quelques traitements dessus pour par exemple augmenter le contraste, puis Image to Video pour créer la vidéo justement. Mais pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, et c'est mal parti parce qu'elle dure déjà 40 minutes, je vais faire ce mini tuto en fiche, comme ça me fait gagner 2 minutes sur cette vidéo. Et une fois que vous maîtriserez un petit peu tout ce dont on va parler dans cette vidéo, vous pourrez essayer de créer ce genre de timelapse de la Voie lactée. Mais tant qu'on parle d'elle, pourquoi on fait des photos de la Voie lactée? Il y a deux principales raisons à ça. Déjà c'est un objet qui est grand, il traverse quand même une bonne partie de la voûte céleste et c'est intéressant quand on est en grand angle. Et en plus de ça, c'est un objet qui est brillant. Alors, c'est pas non plus la Lune, hein, mais on peut quand même le voir à l'œil nu sous un bon ciel. Et en astronomie du ciel profond, c'est assez rare un objet qui soit grand et brillant. En général, c'est plutôt l'un ou l'autre.
Du coup, c'est souvent par là qu'on commence. Mais le gros problème de mon timelapse, c'est la pollution lumineuse. Et le souci, c'est que depuis la France, la partie brillante de la Voie lactée, autrement dit le noyau de la galaxie, il est visible, mais bas sur l'horizon au sud, et seulement entre avril et septembre. Et malheureusement, c'est justement bas sur l'horizon que la pollution lumineuse est la plus gênante. Et du coup, pour faire des photos de la Voie lactée, la chose la plus limitante, ça va pas forcément être votre matériel, mais bien là où vous vous situez et la pollution lumineuse sur le site où vous allez faire vos photos. Et du coup, je vais vous mettre une petite carte de la pollution lumineuse assez détaillée de la France en description pour que vous puissiez choisir. Et l'idée, c'est que vous allez essayer de trouver une zone qui ne soit pas trop polluée et idéalement avec le moins d'agglomération possible au sud pour que le noyau de la galaxie ne soit pas trop noyé dans le halo de pollution lumineuse. Par exemple, moi, je me suis mis ici. Du coup, le ciel était très joli au zénith, mais malheureusement au sud, c'était pas mal, mais pas idéal. Bon, maintenant que tout ça est dit, va falloir que je vous avoue un truc. A priori, la plupart d'entre vous n'arriveraient pas à faire ce timelapse. Je l'ai mis en premier parce que c'est le plus joli, mais bon. Alors au niveau compétences, il n'y a aucun souci, tout le monde peut faire ça, il n'y a pas de problème, c'est juste un appareil photo sur un trépied et des temps de pause de quelques secondes. Le problème vient plutôt du côté du matériel. Déjà l'appareil photo que j'ai utilisé, c'est celui qui me filme actuellement et c'est un Canon 90D qui est quand même vachement moderne et tout le monde n'a pas ce genre de réflexe. Et en plus, et c'est la grosse différence, l'appareil photo là, il est défiltré. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est que le défiltrage ici, mais dans l'idée, ce que ça veut dire, c'est qu'il est particulièrement adapté à photographier des objets sombres, et en particulier les nébuleuses. Et c'est pour ça que sur ce timelapse, elles sont aussi bien visibles. Mais heureusement, pour faire quand même quelques essais, j'ai gardé mon vieux Nikon D3200, qui n'est pas défiltré et qui a quand même presque 10 ans de moins que celui qui me filme actuellement, donc le Canon 90D. Et j'ai aussi la GoPro qui est plus récente que le Nikon, mais bon, je pense que même comme ça, le Nikon fera au moins un petit peu mieux. Donc on est parti pour de nouveaux timelapses. Pour le timelapse fait au Nikon D3200, j'ai fait une erreur. J'ai fait des temps de pause de 15 secondes au lieu de 25-30 secondes, ce qui aurait été mieux. Bon, ça reste pas trop mal, même si c'est effectivement moins canon que le Canon. Et en même temps, c'est normal. Déjà, comme il est plus vieux, je peux moins facilement monter en sensibilité ISO à cause du bruit. Et en plus, et c'est peut-être bien ça qui joue le plus, sans le défiltrage, toutes les belles nébuleuses rouges ne sont plus visibles, ce qui donne beaucoup moins de texture à la Voie lactée. Ensuite, si on regarde le timelapse fait avec la GoPro, il est malheureusement pas mal bruité parce que j'ai dû beaucoup pousser sur les contrastes pour que la Voie lactée ressorte. Ceci dit, on pouvait s'y attendre puisque les GoPros sont de manière générale plus faites pour faire de la vidéo et qu'elles sont quand même moins polyvalentes que les réflexes. Et mis à part ça, je vais pas avoir énormément de choses à dire sur ce timelapse. On voit effectivement plutôt bien le cœur de la Voie lactée, mais c'est aussi là que se trouve la pollution lumineuse et du coup pour ma part je ne sais pas si j'arriverai à faire beaucoup mieux parce que dès qu'on s'éloigne du centre avec cette grosse concentration d'étoiles et qu'on va un peu sur les bras de la Voie lactée, on perd vite en détail et il y a beaucoup moins de choses à voir. Pour faire mieux que ça, il faudrait soit une GoPro plus récente avec un capteur plus sensible. D'ailleurs, si vous avez fait des timelapses de la Voie lactée avec des GoPro modernes, envoyez-les moi, je suis curieux de voir ce que ça donne. Et sinon, il me faudrait un sud moins pollué ou carrément, si on est un bourrin, se rapprocher de l'équateur pour que le centre de la Voie lactée soit plus haut dans le ciel. Alors, oui, certes, c'est une idée, mais j'allais pas faire 3 ou 4000 km d'avion juste pour faire une photo de la Voie lactée. Sinon, je vous raconte pas le bilan carbone de cette photo. Donc voilà, à ce stade, alors ce que je vais dire maintenant dépend un peu de à quelle période vous faites vos photos de la Voie lactée, mais dans mon cas, il est vers minuit, 1h du matin à ce moment-là, et la Voie lactée commence à redescendre, du coup elle est plus vraiment visible, donc il est temps de passer à autre chose.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais pointer le 90D dans une direction du ciel qui est dans la direction de la constellation du Cygne pour faire plein d'images de la même zone du ciel. Vous verrez un peu plus tard pourquoi. Et en même temps, je vais prendre le Nikon D3200 et l'idée c'est que je vais filmer le 90D qui sera au premier plan et en arrière-plan, on aura les étoiles qui seront légèrement floues. Et ce que je voudrais essayer de faire, c'est une circumpolaire. Alors je dis effectivement essayer parce que c'est un truc que j'ai jamais fait. Et du coup, je vais faire des conneries, forcément. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait comme conneries, comme ça vous les ferez pas. Et moi j'apprendrai au passage. Bon, très bien, donc maintenant que les réflexes font leur travail, on va passer au réglage de la GoPro et du téléphone pour faire des photos astro. Alors on va commencer par la GoPro, je dis la GoPro mais c'est les caméras sport en général. Et le problème c'est que les caméras sport c'est quand même assez variable, je les connais absolument pas toutes, hein. Moi j'ai juste eu une seule GoPro, donc il va falloir que j'essaie de rester le plus général possible. Et de manière générale justement, il faut laisser le moins de réglages automatiques que possible. L'idée tout simplement c'est que les réglages automatiques c'est déterminé par un algorithme, hein, le temps de pause, la sensibilité, la balance des couleurs et tout ça. Et quand l'image est essentiellement noire, cet algorithme il est complètement paumé et en général il fait n'importe quoi. Par exemple, j'ai fait ce timelapse une autre nuit en laissant quelques paramètres en automatique et du coup il y a plein de variations dans l'exposition de l'image. À mon avis ils viennent essentiellement de la sensibilité même si j'en suis pas 100% sûr. Un truc qui simplifie un petit peu la vie avec les caméras sport, c'est qu'a priori, vous n'aurez pas besoin de faire mise au point. Alors forcément, je ne les ai pas toutes testées, mais la très grosse majorité des caméras sport sont toujours nettes pour les objets situés très loin. Donc les étoiles, forcément, ça marche. Et donc voilà, ça c'était de manière générale. Donc l'idée c'est le moins de réglages automatiques que possible et pas besoin de faire la mise au point a priori. Maintenant on va regarder un petit peu plus en détail comment ça se passe pour ma GoPro, histoire d'avoir un exemple et de mieux comprendre l'idée derrière. À la GoPro, vous allez voir, ça va assez vite. La première chose à faire, ça va être de se mettre en mode timelapse et plus précisément en mode nightlapse, qui est le timelapse de nuit. Ensuite, vous allez régler le shutter, qui est le temps d'exposition à 30 secondes. Avec le champ large de la GoPro, il n'y a pas besoin de mettre moins, les étoiles seront bien rondes. L'intervalle, on le laisse à continu, on ne veut pas qu'il y ait de temps entre deux images pour éviter les sauts. Pour la résolution, il y a plusieurs modes. Il y a déjà le mode wide et le mode medium. Nous, on reste en wide parce que ce qui nous intéresse sur la GoPro, c'est le champ large. Hein. Wide, ça veut dire large. Ensuite, 12 ou 7 mégapixels. Ça, vous choisissez en fonction de la place que vous avez sur votre carte mémoire. Ensuite, le spot meter. L'idée, c'est que s'il est activé, la GoPro va mesurer les paramètres qui sont en automatique uniquement par rapport au centre de l'image. Et s'il est désactivé, ces paramètres qui sont en automatique seront mesurés par rapport à toute l'image. Nous, on veut qu'il soit activé, donc on ne mesure que par rapport au centre de l'image, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le centre de l'image dans une zone sombre, donc tout simplement dans le ciel noir. Et comme ça, tous les paramètres qui sont en automatique vont être réglés par la GoPro de sorte à maximiser la luminosité. Donc le spot meter activé et le centre de l'image dans le noir. Les ProTune, ces réglages manuels, on les active. La balance des blancs, ça dépend un peu de ce que vous voulez, mais en gros ça va définir la couleur que va avoir votre Voie lactée. Moi je la mets à 4000 Kelvin en général, mais c'est un peu comme vous voulez, ça dépend de la couleur que vous voulez donner à votre Voie lactée. GoPro Color, ça j'y touche pas trop, en général je le laisse à GoPro Color. Ensuite les ISO, ça c'est la sensibilité et c'est très important. Ce qu'il faut c'est que le minimum et le maximum soient à la même valeur, parce que si c'est le cas, c'est un paramètre qui est fixé et la GoPro ne pourra pas le choisir. Alors après, vous pouvez choisir techniquement la valeur que vous voulez. Moi je le mets au maximum parce qu'avec ma GoPro au maximum, il n'y a pas trop de bruit, donc ça marche plutôt bien. Après c'est un peu à vous de tester en fonction de comment ça fonctionne avec votre GoPro. Ensuite vous laissez la sharpness à high et voilà, vous avez fini. Vous n'avez plus qu'à la pointer dans la région du ciel qui vous intéresse, à appuyer sur le bouton de déclenchement et la GoPro fera tout le reste automatiquement. A noter que si vous faites des timelapses très longs, ça peut être intéressant de brancher la GoPro à une batterie portable, comme ça vous n'avez plus de soucis d'autonomie. Bon, très bien, donc maintenant on va pouvoir passer au téléphone. Alors l'idée pour les téléphones, c'est qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire en fait. L'idée c'est vraiment toujours d'avoir le moins de réglages automatiques que possible. Sauf qu'avec les téléphones, il y aura la mise au point en plus à gérer. Et vous allez aussi pouvoir récupérer les fichiers bruts. En tout cas, moi je peux récupérer le fichier brut avec mon téléphone, contrairement à ce que je peux faire avec ma GoPro. Ce qui peut éventuellement permettre de plus pousser les contrastes si on veut essayer au traitement derrière. Et ensuite, pour pouvoir faire un timelapse, il faut pouvoir récupérer plusieurs images d'affilée pour ensuite en faire une vidéo justement. Et certains téléphones, ils ont le mode timelapse, mais il faut un mode timelapse où vous ayez aussi les réglages pro, donc les réglages manuels. Moi j'ai l'un et l'autre, j'ai pas les deux en même temps malheureusement, mais heureusement,
j'ai trouvé l'application Deep Sky Camera. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, bon, au pire ce sera affiché là. Et c'est une application qui permet de faire des photos astro sur téléphone. Donc c'est nickel, vous avez tous les réglages manuels qui sont disponibles dessus. Vous pouvez lui dire de prendre plein de photos les unes à la suite des autres. Et j'ai trouvé qu'elle marchait très bien. En tout cas pour moi ça roulait. Si vous en connaissez d'autres, je suis curieux. Sur l'application Deep Sky Camera, il y a pas mal de réglages à voir. Déjà à gauche, on a tout simplement le réglage du temps d'exposition. Alors ça, moi je suis limité, je vous l'ai dit, à une demi-seconde. Mais si vous pouvez mettre 30 secondes, en général c'est une bonne valeur de temps d'exposition à faire sur un téléphone. À gauche, vous allez avoir le focus, donc ça va être la mise au point que vous allez devoir faire sur les étoiles. Ce que vous faites, c'est que vous zoomez, vous cherchez une étoile brillante dans le ciel, soit vous tenez votre téléphone à la main, soit vous avez un trépied, ce qui est quand même plus facile. Vous zoomez sur une étoile brillante, vous faites votre mise au point, donc l'idée c'est de faire en sorte que l'étoile soit la plus petite possible. Et une fois que vous êtes net, vous dézoomez et vous ne touchez surtout plus à la mise au point. Une fois que vous êtes net, il faut vraiment plus toucher la mise au point, sinon faut recommencer. Ensuite, le format d'image, je vous conseille de rester en RAW. Après, si vous voulez vous simplifier la tâche, vous pouvez éventuellement vous mettre en JPEG. Mais si vous êtes en RAW, vous aurez plus de latitude après au traitement. Le type d'image, ça vous y touchez pas, vous le laissez en light. Le temps d'exposition, vous mettez à 30 secondes si vous pouvez. La sensibilité ISO, là c'est un peu spécial. Si vous pouvez faire des temps de pause très courts comme moi, vous pouvez vous mettre au maximum, sinon vous verrez rien du tout. Par contre, si vous pouvez faire des temps de pause, par exemple 30 secondes, je vous conseille de ne pas monter au-delà du tiers ou du quart de la valeur maximum. Sinon l'image risque d'être vraiment trop bruitée. Mais là, je vous conseille un peu de tester un peu de différents réglages avec votre téléphone pour voir ce qui est le mieux avec votre capteur. L'intervalle, on va le laisser à 0 secondes pour pas perdre de temps. Le nombre d'images que vous faites, ça dépend un petit peu. Si vous voulez faire un timelapse sympa, entre 150 et 300 images, c'est bien. Si vous pouvez en faire plus, c'est bien aussi, mais bon, ça va être limite après niveau place sur le téléphone. En particulier si vous shootez en RAW. La balance des couleurs, on en a déjà parlé avec la GoPro, ça dépend un peu de la couleur que vous voulez donner à la Voie lactée. Moi, je reste toujours au niveau des 4000. Ensuite, l'ouverture et la focale. Alors moi, je peux pas les régler malheureusement, mais si vous pouvez les régler, l'ouverture, vous la mettez au minimum, parce que c'est quand l'ouverture est au minimum que le diaphragme est le plus grand et que donc on capte le plus de lumière. Et la focale, pareil, si vous pouvez la régler, vous la mettez au minimum, parce que c'est là qu'on aura le champ le plus large. Mais ouverture, focale, on va en reparler plus en détail un peu plus tard. Et donc là, c'est comme la GoPro, une fois que votre téléphone est réglé, vous visez la zone du ciel qui vous intéresse, et vous n'avez plus qu'à déclencher. Par curiosité, j'ai quand même essayé de faire des images avec des temps de pause de une demi-seconde sur le ciel, juste pour voir ce que ça donnait. Et effectivement, le résultat est vraiment pas probant. On peut quand même noter la présence de quelques étoiles, et histoire de pousser le délire encore plus loin, j'ai fait 200 images exactement avec la même méthode, en utilisant l'application, et je les ai assemblées avec les méthodes classiques de l'astrophoto. Et effectivement, sur les résultats, on voit plus d'étoiles, et si je pousse bien les contrastes, on peut même voir la Voie lactée qui passe au travers de la constellation du Cygne. Mais bon, je développerai pas ça dans cette vidéo parce que j'ai méchamment galéré au traitement. Pour vous donner une idée, les images étaient tellement pourries que les logiciels astro classiques n'arrivaient pas à s'en sortir, donc j'ai dû passer par un programme MATLAB pour les aider un petit peu. Allez, il est temps d'en finir un petit peu avec cette première nuit, et donc pour bien finir la nuit, je vais mettre, je l'ai déjà dit, le Nikon D3200 qui va faire une circumpolaire, le Canon 90D, on verra ce qu'il ferait un peu plus tard. Et je vais faire aussi une circumpolaire avec la GoPro. En fait, elle va faire plus ou moins la même chose que le Nikon D3200. L'idée sera de comparer un peu les images à la GoPro et avec un réflexe, voir un peu ce qui est mieux. Et pour commencer la deuxième nuit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un timelapse toujours de la Voie lactée, toujours dans la même configuration, mais juste avec le Canon. Là, ce sera vraiment juste pour faire un truc le plus joli possible, et je vais changer d'objectif. Jusqu'à maintenant, j'utilisais cet objectif là. Attendez, je vais vous le mettre pour que vous le voyez bien. Voilà, lui. Et l'idée, c'est que c'est un objectif, un 18-55, qui est l'objectif de base que vous avez avec quasiment tous les réflexes. Ce que je voudrais, c'est utiliser cette fois un objectif de beaucoup meilleure qualité, c'est celui qui me filme actuellement, c'est le Tamron 35 mm f1.4, qui a l'avantage de laisser entrer beaucoup plus de lumière, il est beaucoup plus ouvert, donc il est plus lumineux, on verra mieux les détails sombres, mais il a le souci d'avoir un champ plus restreint que le 18-55 qui peut avoir un champ plus large si je zoome au minimum. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Pour compenser un peu le champ restreint, je vais l'incliner de 90 degrés pour avoir vraiment toute la Voie lactée. On verra ce que ça donne. Donc on est parti pour encore quelques timelapses.
Pour faire une circumpolaire, les réglages avec la GoPro ou le téléphone sont les mêmes que ceux pour faire un timelapse de la Voie lactée. Il faut juste faire les temps de pause de 30 secondes et tourner cette fois non pas au sud pour avoir la Voie lactée, mais au nord pour filmer l'étoile polaire et tout ce qu'il y a autour. Et l'idée, ça va être d'avoir un premier plan qui sera assez sympa et de faire des images toute la nuit, ou en tout cas une grosse partie de la nuit. Ensuite, vous téléchargez toutes vos images dans le logiciel StarMax, vous faites traitement, AddMax avec enregistrement des étapes, et vous vous retrouvez avec des images où le filet est de plus en plus grand. Et pour en faire une vidéo, je vous renvoie au mini tuto. Chose intéressante, cette fois, je trouve que la GoPro a fait un timelapse, enfin une circumpolaire plutôt, qui est plus jolie que celle qui a été faite au Nikon D3200. Alors le problème ne vient pas forcément de l'appareil photo, mais plutôt de l'utilisateur, on va dire. Ouais, j'ai un peu foiré mes réglages sur ce timelapse. J'ai encore un peu de travail à faire pour faire des belles circumpolaires au réflexe. Oui, pour être plus précis, avec le Nikon, il y a vraiment beaucoup de défauts. Le temps de pause est trop long, ce qui fait que du coup, j'avais pas assez d'images pour faire une belle vidéo bien fluide. Et l'idéal, ce serait d'avoir plutôt entre 150 et 300 images. Et en plus, il y a plein de bruit parce que la sensibilité était trop importante. L'idéal, c'est de la laisser vraiment très basse. Quand vous faites des longs temps de pause, il faut essayer de ne pas monter à une sensibilité au-delà de 400 ISO, sinon le bruit apparaît très vite, comme sur mon timelapse. Et il y a aussi cet effet de pointillé que pour le coup je comprends pas trop parce qu'il me semblait pourtant bien n'avoir mis qu'une seconde entre deux images, donc entre deux images de 2 minutes de temps de pause. Et du coup je m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment un espace entre mes deux images à chaque fois. Donc je sais pas si j'ai mal fait les réglages sur ma télécommande ou quoi, mais en tout cas je réessayerai de faire mieux pour le prochain soir. Ok, donc l'idée jusqu'à maintenant de cette vidéo, c'était de voir un peu ce qu'on peut faire avec du matériel que tout le monde a. Mais maintenant, on va mettre un peu de côté les téléphones et GoPro et on va considérer que les premiers essais que vous avez fait vos premières nuits vous ont bien plu et vous voulez essayer d'aller un peu plus loin, de faire des images encore un petit peu plus poussées. Donc on va plutôt se cantonner au réflexe, peu importe qu'il soit moderne ou pas d'ailleurs. Alors bon, techniquement, ce que je vais dire maintenant s'applique à tous les appareils photo, du moment qu'on a le maximum de réglages manuels et aussi qu'on peut récupérer les fichiers bruts, parce qu'on va parler un petit peu de traitement. Et du traitement sur des fichiers compressés, bon, techniquement c'est possible, c'est juste pas trop conseillé on va dire. Si vous avez envie d'essayer de passer au réflexe, il y a le Canon 1000D qui est très utilisé en astrophotographie, puisqu'il est pas très cher et qu'il fait quand même très bien le taf. On va se faire un petit point matos rapide sur le matériel qu'il est intéressant d'avoir quand on fait de la photo astro grand champ au réflexe. Déjà, première chose, avoir un trépied, c'est quand même une chose négative. Alors même un truc pourri comme celui-là, qui tient juste à la colle, que j'ai acheté pas grand chose chez EasyCash et EasyCash. Et l'idée c'est vraiment juste que un réflexe ça a vite tendance à avoir un champ de vue qui est plus restreint qu'un téléphone ou qu'une GoPro. Et du coup, le caler avec des cailloux, comme je l'ai longtemps fait justement avec ma GoPro, ça risque vite d'engendrer des soucis de cadrage. En plus, un réflexe c'est quand même plus encombrant, donc c'est plus compliqué à faire. Alors un petit trépied, même bien pourri, pour pouvoir fixer une zone du ciel et que ça bouge pas pendant que les photos se prennent, c'est quand même plus confortable. Le deuxième ustensile qui est bien pratique et peut-être même plus important que le trépied, c'est l'intervallomètre qui va vous permettre de déclencher des photos automatiquement tous les certains temps. Et si je dis que c'est peut-être bien même plus important que le trépied, c'est tout simplement parce que je suis prêt à passer 10 minutes à galérer à caser mon appareil photo pour qu'il cadre la Voie lactée. Par contre, je suis moins chaud de passer 3 heures à appuyer toutes les 30 secondes sur un bouton pour faire des photos, avec en plus le risque de tout faire bouger. Donc ouais, l'intervallomètre c'est quand même bien utile. Mais bon, une fois que vous aurez un trépied, votre réflexe avec un objectif 18-55, si vous en achetez un, il y a de grandes chances que ce soit cet objectif que vous ayez et votre intervallomètre, que voilà. Une fois que vous aurez tous ces jouets, honnêtement, vous avez déjà de quoi vous occuper pendant de longues nuits d'astro. Vous n'allez pas vous ennuyer, vous pourrez essayer de plein de choses différentes, dont certaines qu'on va voir juste après. Mais c'est vraiment un peu côté matos, les trucs qui sont plutôt utiles à avoir et qui vous simplifieront pas mal la vie. Maintenant, petit point vocabulaire. Alors depuis la vidéo, je parle par exemple d'un objectif 18-55. Et ce que ça veut dire, c'est que la focale de cet objectif peut varier de 18 mm à 55 mm. Et comme la focale détermine le champ de vue de l'appareil photo, ça veut dire que cet objectif-là est un objectif zoom.
Et cet objectif zoom, il peut zoomer entre 55 mm, où le champ de vue est le plus petit, et 18 mm, où le champ de vue est le plus grand. Donc il va avoir un facteur de zoom x3 entre la focale courte et la focale longue. Et comme pour la Voie lactée, on veut un champ qui soit quand même plutôt grand, il faut avoir les focales qui sont plutôt courtes, entre 10 et 20-25 mm, c'est plutôt bien. Vous l'avez d'ailleurs vu sur le timelapse que j'ai fait au 35 mm avec le Canon, c'est déjà un peu long comme focale. La Voie lactée prend presque tout le champ et il n'y a plus vraiment de place pour le paysage. Le deuxième paramètre important sur un objectif photo, c'est l'ouverture, qui va me dire en gros à quel point est-ce que je peux faire entrer de la lumière dans un objectif photo. Par exemple, si je me mets à 50 mm avec mon 18-55, j'ai une ouverture qui va jusqu'à f5 au maximum. Donc le diaphragme me limite la taille d'entrée à 10 mm de diamètre. Et avec ce 50 mm, qui n'est pas un zoom mais une focale fixe, qui donc a un champ fixe qui ne varie pas, je peux avoir une ouverture qui va jusqu'à f1.4. Donc le diaphragme s'ouvre jusqu'à 35 mm. Et vous l'aurez deviné, en astro, on préfère les grandes ouvertures. Donc les petits nombres f sur quelque chose. f1.4, c'est mieux que f5. Pour résumer tout ça, quand on fait de l'astro sur un trépied, on cherche quand même à avoir des focales plutôt courtes pour avoir un grand champ et limiter au maximum le mouvement des étoiles. Alors, petit point intéressant, si vous décidez d'acheter un objectif pour votre réflexe, essayez au maximum de prendre des objectifs à focale fixe plutôt que des zooms. Tout simplement parce que, à prix équivalent, les objectifs focale fixe seront de meilleure qualité qu'un zoom. Et évidemment, on cherche à avoir les objectifs avec les ouvertures les plus grandes, donc les nombres f sur quelque chose les plus petits, pour capter le plus de lumière possible. Et encore une fois, faites gaffe à un truc, évitez d'acheter des objectifs avec des très grandes ouvertures, genre f1, voire même moins, mais qui coûtent moins de 100 €. En général, c'est des objectifs tout cons, très basiques, et qui sont complètement pourris. Alors, on peut avoir envie de les acheter volontairement pour avoir plein d'aberrations sur l'image, qui peut faire des effets un peu rigolos et sympas, mais bon, pour l'astro, c'est vraiment à éviter. Très bien, alors l'introduction pour venir jusqu'ici était un petit peu longue, mais maintenant, tout le monde est au niveau, notamment au niveau du vocabulaire, parce que depuis le début, j'utilisais des termes que tout le monde ne connaissait pas forcément. Et du coup, je vais pouvoir m'amuser à sortir mes deux bons objets, donc le 50 mm à f1.4 pour le Nikon D3200 et le 35 mm f1.4 qui me filme actuellement pour le Canon. Alors vous avez déjà vu le timelapse que j'ai fait avec cet objectif de la Voie lactée que j'ai mis tout à l'heure au début de la deuxième nuit. Et bon, je l'ai déjà dit, mais bon, effectivement, le champ de vue commence à être vraiment limite. À 35 mm, c'est déjà trop pour faire un beau timelapse de la Voie lactée. Et en plus, je suis obligé de faire des temps de pause qui sont courts de moins de 10 secondes si je veux avoir des étoiles rondes. Même si encore une fois, là, le but c'était de faire un timelapse. Donc j'ai fait des temps de pause de 20 secondes, si je dis pas de bêtises. Ce qui n'est pas gênant tant que ça suit le mouvement de la vidéo. Pour avoir une idée approximative du temps de pause que vous devez faire en fonction de la focale de votre objectif, il y a la règle des 500 pour les capteurs plein format, donc les gros capteurs, et la règle des 300 pour les capteurs APS-C, les petits capteurs comme ceux que j'ai moi. Et du coup, l'idée c'est tout simple, vous divisez 500 ou 300 par la focale de votre objectif. Donc moi, j'ai un APS-C, si j'utilise mon 50 mm, je vais diviser donc 300 par 50 et ça me fait 6 secondes de temps de pause. Et 6 secondes de temps de pause, c'est juste pour photographier la Voie lactée, en plus du fait qu'à 50 mm, j'ai un champ de vue qui est encore plus restreint qu'au 35 mm. Donc pour photographier la Voie lactée, vraiment on verra plus grand chose et on saura plus trop ce qu'on regarde en fait. C'est pour ça que j'ai pas essayé de faire de timelapse au 50 mm de la Voie lactée avec lui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce que j'ai fait la dernière fois avec le Canon. Donc je vais tout simplement pointer la région du cygne, la même région du cygne, et faire plein de photos de cette même région. Et justement maintenant on va voir un petit peu pourquoi est-ce que je fais ça. Un moyen que vous avez pour améliorer la qualité de vos images de la Voie lactée ou de n'importe quelle autre zone du ciel d'ailleurs, c'est de faire plein d'images, un peu comme un timelapse, puis vous allez toutes les superposer dans un logiciel de traitement pour pouvoir améliorer le contraste, diminuer le bruit, etc. Et justement c'est ce que j'ai fait avec le Canon la dernière fois et avec le Nikon aujourd'hui. Et ça donne ça. La méthode qu'on va utiliser pour faire des images de ce genre, donc pas des timelapses mais vraiment des images uniques, est un peu différente, notamment au niveau de la qualité des images qu'on va prendre. Mais pour ça, je vais vous faire une petite illustration avec le Nikon D3200 et le 50 mm f1.4. L'idée, c'est que je vais fixer tous les paramètres de l'appareil photo, donc temps de pause, sensibilité, tout, et je vais uniquement faire varier
l'ouverture du diaphragme de f1.4 à f5. Et vous allez voir la différence dans l'image, c'est assez intéressant. On remarque que la luminosité baisse, ça c'est assez logique puisqu'il y a moins de lumière qui peut entrer. Mais si on zoome un petit peu sur les bords de l'image, on remarque aussi que plus le diaphragme est fermé, plus les étoiles sont vraiment bien rondes. D'ailleurs, à f1.4, ça ressemble vraiment plus trop à une étoile, c'est une espèce de gros pâté. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de retenir et qui est vrai dans tous les cas. Plus on va fermer le diaphragme d'un objectif photo quel qu'il soit, meilleure sera sa qualité. Mais quand on veut faire un timelapse, autrement dit une vidéo, les images qu'on va prendre, elles ne seront pas affichées en pleine résolution, on va réduire leur taille et en faire une vidéo. Et dans une vidéo, on ne s'intéresse pas forcément aux images uniques de la vidéo, mais plutôt au mouvement qu'il y a dans cette image. Donc si les images de la vidéo n'ont pas une qualité qui est excellente, c'est pas dramatique. Et si vous êtes un peu limité par la sensibilité de votre appareil photo par exemple, n'hésitez pas à ouvrir votre diaphragme au max, ou en tout cas presque au max, si vous trouvez que vos images sont vraiment pas très belles avec le diaphragme ouvert trop. Par contre, quand on va commencer à prendre des photos, là c'est assez différent. On s'intéresse plus à un mouvement, mais vraiment à la qualité d'une image unique. Et donc s'il y a des défauts dans cette image, on va le voir tout de suite. En particulier si on cherche à zoomer un petit peu pour voir les détails plus précisément. Et c'est d'autant plus vrai que quand on va commencer à assembler les images les unes sur les autres, on va améliorer tout ce qui se passe dans l'image et les défauts de l'optique aussi du coup. Donc c'est vraiment important de fermer pas mal le diaphragme quand on cherche à faire des photos qu'on va assembler ensuite, parce que de toute façon la baisse de luminosité engendrée par la fermeture du diaphragme sera compensée par le fait qu'on assemble plein d'images pour venir après avoir plus de détails. Alors il ne faut effectivement pas faire vos photos avec le diaphragme ouvert au maximum. Par contre, quand vous faites la mise au point, là pour le coup c'est important qu'il soit ouvert au maximum, c'est même très important. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, vous aurez plus de lumière, donc ce sera plus facile de voir les étoiles pour faire votre mise au point. Et ensuite, et c'est surtout ça qui est important, quand le diaphragme est ouvert au maximum, c'est là que la mise au point est la plus difficile à faire, c'est là qu'il faut être vraiment le plus précis pour avoir une bonne netteté. Par contre ensuite, quand vous allez le fermer pour faire vos images, quand le diaphragme est plus fermé, il y a plus de tolérance sur la distance sur laquelle l'image est nette. Donc voilà, l'idée c'est vous faites votre mise au point diaphragme ouvert pour être précis, puis vous le refermez et vous êtes sûr d'être parfaitement net. Et là vous êtes prêt à faire vos images. Et voilà, maintenant que vous êtes net, que le diaphragme a été correctement réglé et que vous avez bien choisi votre temps d'exposition, vous pouvez faire ensuite des images pendant 10, 20, 30 minutes du moment que l'objet reste dans le champ de votre caméra. Et au pire, si jamais il a trop bougé, vous pouvez toujours recadrer. Les logiciels se débrouilleront pour tout remettre correctement. Pour ma part, je l'ai fait pendant 10 minutes pour le Canon et pour le Nikon. Et voilà, je pense qu'on a déjà bien parlé. Alors pour bien finir un peu cette deuxième soirée, ce que je pense faire, c'est que je vais réessayer de faire une nouvelle circumpolaire avec le Nikon D3200, histoire d'essayer de faire un petit peu mieux. Et pendant ce temps, je vais remettre l'appareil photo sur la même zone du ciel que j'avais commencé à photographier il y a quelques jours. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore plus d'images, parce que c'est pas obligé de toutes les faire d'affilée, on peut les faire en plusieurs fois. Et je vais voir si je peux encore, pourquoi pas, augmenter encore plus les contrastes de l'image du cygne, on est toujours dans la zone du cygne là, que j'ai fait dans un premier temps. Il y a potentiellement, plus on fera d'images, plus on pourra augmenter les contrastes et voir mieux de choses, enfin voir plus de choses, donc ça se tente. Avant de voir comment assembler les images, j'aimerais attirer votre attention sur un truc vraiment cool qui s'est passé dans la deuxième série d'images prises au Canon. Ouais, un beau bolide qui a dû bien flasher quand il est passé. Dommage que je l'ai pas vu celui-là. Et ce qui est encore plus cool, parce que bon, le bolide en lui-même n'est pas vraiment très bien cadré, c'est qu'on voit très bien les gaz de l'atmosphère ionisés à son passage. Et ils sont même restés visibles à la caméra sur plusieurs images, donc ça a dû bien chauffer sévère au moment du passage de ce bolide. J'adore quand je fais des images et que quelque chose d'inattendu se produit, un truc dans ce genre, c'est toujours très cool à voir. Bon, avant de passer du côté du logiciel, il y a une dernière étape du côté de l'appareil photo. Juste après avoir fait vos images, vous ne changez rien, vous ne touchez pas du tout aux paramètres, et vous mettez le cache sur l'objectif de l'appareil photo. Et s'il fait plus tout à fait nuit, vous mettez l'appareil photo dans une boîte sombre. Et vous allez refaire 10 ou 20 images dans ces conditions. Il faut bien le faire tout de suite après avoir pris les images du ciel pour que le capteur soit à la même température. Ces images vont enregistrer le bruit thermique présent sur le capteur, ce qui permettra au logiciel de l'atténuer, et c'est ce qu'on appelle des darks. Mais on reviendra plus en détail sur tout ça dans la prochaine vidéo. Ensuite, on passe au logiciel. Pour débuter, je vous conseille Deep Sky Stacker,
qui est très bien et très simple d'utilisation. Vous lui donnez vos images du ciel et vous lui dites que ce sont des images. Ensuite, vous lui donnez vos images d'arc en lui précisant que c'est bien ça. Et vous n'avez plus qu'à faire enregistrer les images cochées. Vous sélectionnez un seuil qui vous permet d'avoir au moins 20 ou 30 étoiles, même si en général vous en aurez plus, et le logiciel va faire tout le reste. Une fois votre image créée, vous pouvez aligner les composantes rouge, verte et bleue. Vous mettez la saturation à 15 ou 20% et vous jouez sur cette courbe en ne la rendant pas trop abrupte, ce qui risque de créer des contrastes trop importants et c'est pas joli, ni trop douce, ce qui va créer des contrastes trop faibles et c'est pas joli non plus. Il faut essayer d'avoir un fond de ciel qui soit gris très sombre et pas complètement noir, et des contrastes qui soient le plus naturels possible, même si en soi ça veut pas dire grand chose et ça va beaucoup dépendre de vos images, donc là c'est à vous de jouer. Ensuite vous copiez cette image et vous la collez dans GIMP ou Photoshop pour éventuellement peaufiner certains détails qui ne vous conviendraient pas. Et voilà, vous avez fait une image assemblée avec plus de détails que les images uniques. Voilà, cette fois, c'est bon, c'est terminé. Oh bah putain, j'avais pas prévu de faire une vidéo de 40 minutes, je l'avoue. Je pensais quand même faire une vidéo un peu plus courte pour vous faire patienter avant la prochaine vidéo qui va être une assez grosse vidéo sur le pré-traitement. Raté, je voulais faire un truc court. On finit sur la plus longue vidéo de ma chaîne, record battu, record explosé même je pense. Mais au moins c'est fini et j'espère que malgré la très grande longueur de cette vidéo elle vous aura quand même plu, que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses et surtout qu'elle vous aura motivé à sortir pour essayer de faire des photos parce que c'était quand même le but à la base de cette vidéo. Pour ceux qui ont réussi à rester jusque là, bah bien joué parce que 40 minutes c'est long quand même mais bon voilà, on arrive quand même sur la fin. Alors il me reste un truc à vous montrer, c'est la dernière circumpolaire que j'ai fait. Je vais la mettre en timelapse à la fin juste pour faire joli mais en vrai elle est pas beaucoup mieux que la première. Pour les circumpolaires, il me reste encore pas mal de choses à apprendre et je ferai à l'occasion une vidéo dédiée sur le sujet quand je maîtriserai mieux le sujet justement parce que là, bon, là l'idée c'est d'introduire et de montrer ce qu'on peut faire mais je peux pas vraiment faire de tuto détaillé sur les circumpolaires parce que je le maîtrise pas suffisamment tout simplement. Il y a aussi un autre truc que j'ai fait et que j'ai pas montré, c'est une grosse mosaïque de toute la Voie lactée d'un côté à l'autre de l'horizon. Mais c'est pareil, j'avais pas le temps d'en parler donc je vous le mettrai à la fin en mode timelapse juste pour finir la vidéo. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous a plu, si c'est le cas vous connaissez, hein, likez, partagez, commentez. Et justement je vous conseille de pas mal regarder dans les commentaires parce que j'ai parlé de pas mal de choses que je connaissais vaguement mais sans vraiment bien les maîtriser, donc il y a des chances que j'ai dit peut-être des bêtises ou en tout cas des imprécisions et il y aura des gens qui iront probablement dans les commentaires et qui se feront un plaisir de me corriger sur les choses que j'ai éventuellement loupées. Donc allez faire un petit tour en commentaire histoire de voir s'il y a des choses que vous pourriez faire que j'ai oublié de dire, des choses que j'ai mal expliquées. Je pense qu'il y aura des explications supplémentaires intéressantes à piocher. Donc voilà, likez, partagez, commentez, ciao les gens, et à la prochaine!